j'essaye dans mon quotidien au max de réduire genre la façon dont je me déplace ou des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est une question que je me pose. Une démarche individuelle, c'est bien beau, mais malgré tout l'investissement qu'on peut faire en France, on a des sommes astronomiques qu'on entend aux informations sur les budgets pour l'environnement. Sauf qu'on est tellement une goutte d'eau en termes de population mondiale que même tous nos efforts possibles et inimaginables à l'échelle de la France seraient complètement vains si l'ensemble de la population mondiale ne se met pas dans le même ordre de marche. Ce que montre l'économie expérimentale, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on est OK pour faire des efforts, on a envie de faire des efforts, mais tant qu'on a l'impression qu'on n'est pas les seuls à le faire et que les autres font aussi des efforts. Et le problème, c'est que le risque est grand, qu'on trouve toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse pas assez d'efforts par rapport à ce qu'il devrait. Et que donc ça nous décourage, et c'est ce qu'on observe en économie expérimentale, que les gens sont découragés dès lors qu'ils ont l'impression que les autres font pas assez d'efforts, et que donc on baisse notre niveau d'effort. Et c'est pour ça qu'on peut pas simplement se reposer sur des initiatives individuelles, mais qu'on a besoin de politiques publiques et puis de réponses institutionnelles, quoi. Ça, c'est la première réaction. Et la deuxième réaction, à ce qui apparaît dans le micro-trottoir, c'est qu'effectivement, on a l'impression que l'économie de marché telle qu'elle est organisée aujourd'hui ne permet pas de répondre spontanément aux problèmes du changement climatique. Et ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et là aussi, ça montre le besoin de régulation. On a souvent deux manières d'aborder le sujet du changement climatique, soit par la décroissance, en disant on a besoin de décroître, on a besoin de diminuer l'activité économique, soit par des solutions techniques. On a besoin de changer de technologie pour avoir des solutions technologiques moins polluantes. Et souvent, ces deux approches sont opposées. Et donc, ce que j'examine un peu à la fois dans le livre et dans l'article scientifique, c'est en fait qu'est-ce que donne chacune des options. Et donc, ce que je montre, c'est que si on compte uniquement sur la décroissance et pas du tout sur des solutions technologiques, alors en fait, ça coûte très cher en termes de bien-être à l'ensemble de la population. C'est-à-dire que si on compte uniquement sur la décroissance pour réduire les émissions, on arrive à des niveaux qui sont difficilement acceptables de niveau de vie. Inversement, si on compte uniquement sur le changement technique, en fait, on a quelque chose qui s'appelle l'effet rebond, qui fait que l'amélioration de l'efficacité énergétique et puis l'amélioration de l'empreinte environnementale des biens qu'on produit, elle produit une augmentation de la consommation de ces biens-là qui compense en partie l'amélioration. Et donc, on n'arrive pas non plus, avec uniquement le changement technique, à réduire suffisamment nos émissions. Et en fait, on a besoin d'un peu des deux. Donc, un peu de changement technique qui est absolument en fait indispensable. Et puis aussi, décroître la consommation de certains biens les plus polluants. Ce qu'on observe, ce qu'on sait en tant qu'économiste, c'est que les instruments fiscaux notamment fonctionnent assez bien du point de vue environnemental, donc ils vont nous permettre de effectivement réduire les émissions, mais ils ont des impacts sociaux, c'est-à-dire ils ont des impacts sur la richesse, la distribution des richesses et sur la distribution des revenus et du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la consommation de biens polluants, elle augmente avec le revenu, donc les plus riches consomment plus de biens polluants que les plus pauvres, ça c'est sûr. Mais par contre, en proportion de leurs revenus, ça représente une part plus importante pour les plus pauvres. À cause de ça, un instrument comme par exemple la taxe carbone est régressive, c'est-à-dire qu'elle pèse plus lourd relativement au budget total, dans le budget des plus pauvres. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer la régulation de l'environnement complètement séparément des problématiques plus générales d'inégalité. Parce qu'il ne faudrait pas que la lutte contre la pollution contribue à accroître les inégalités. Il n'y a pas de raison de penser que ça soit la bonne chose à faire. Et donc c'est pour ça que quand on regarde l'impact d'une mesure environnementale, il faut regarder non seulement son coût, c'est-à-dire combien ça coûte à la société dans son ensemble par tonne de CO2 évité, par exemple, mais aussi
les aspects distributifs, c'est-à-dire qui est concerné, qui va payer in fine pour cette mesure, et de faire en sorte que ça ne retombe pas toujours sur les mêmes personnes et pas toujours sur les plus modestes. Donc c'est pour ça que les deux questions sont liées. Je pense qu'il y a les futures recherches devraient s'intéresser à la question de la perception des politiques publiques, de pourquoi certaines politiques sont perçues comme plus inéquitables que d'autres, alors que quand on fait le calcul, finalement, il n'y a pas d'argument objectif dans cette direction, ce qui explique les préférences pour certaines politiques environnementales plutôt que d'autres, pour essayer de mettre en place des choses qui sont acceptables en tout cas, et que les gens veulent voir mettre en place, plutôt que celles que les économistes idéalisent, comme la taxe carbone par exemple. Mon objectif, c'est justement d'apporter des éléments objectifs au débat sur, par exemple, les ménages qui perdent, qui gagnent, sur les pays, si on arrête les émissions, combien ça coûte au Canada, aux États-Unis, qui sont des producteurs de pétrole, à l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est important d'avoir des éléments objectifs. Ensuite, est-ce que je suis très optimiste sur le fait que ces résultats-là vont conduire à un accord international sur le climat demain ? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut être réaliste, mais malgré tout, je pense que plus on a d'éléments objectifs à apporter aux négociations et aux débats, et plus on va dans la bonne direction.